Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lorsqu'un débat de société est déclenché, il est toujours très intéressant d'aller voir de près les causes profondes qui ont déclenché le débat et voir aussi les enjeux, voir de plus près aussi les courants de pensée des différents protagonistes et surtout voir quels en seraient les aboutissants. Dans le cas de ce débat sur les libertés individuelles, l'élément déclencheur a été l'affaire de Hajar Rissouni. Bien sûr, on ne peut qu'avoir de la compassion pour cette jeune dame, et si injustice il y a, il faudra œuvrer pour corriger cette injustice dans les plus brefs délais. Ceci dit, moi je n'ai pas vraiment tous les éléments sur la question, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus, et d'ailleurs personne ne me demande mon avis là-dessus, mais il ne faut pas que cette affaire soit le cheval de Troie qui viserait à faire imploser cette société marocaine de l'intérieur. Il faut bien comprendre que l'affaire Hajar Rissouni est à ce débat ce qu'a été l'assassinat, le fameux assassinat du prince héritier de l'Empire austro-hongrois à la Première Guerre mondiale. Il s'agissait uniquement d'un élément qui a déclenché la guerre. Pour notre cas, c'est la même chose. Les causes réelles sont ailleurs. Et donc, il est très important de comprendre cette idée-là, parce que certaines associations sont tout de suite montées au créneau et ont essayé d'utiliser l'affaire, la dite affaire, pour parler des libertés individuelles en général, de la liberté sexuelle en particulier, du droit à l'avortement, d'autres droits, de l'homosexualité, les rapports sexuels hors mariage, etc. Dans tous ces cas-là, il faut bien préciser que ces soi-disant libertés individuelles vont à l'encontre du référentiel moral, éthique des Marocains. Et bien sûr, tout ce débat-là soulève un questionnement très important sur ce référentiel-là. Nous sommes au Maroc en très grande majorité des musulmans. N'importe quel musulman est tenu de respecter certaines injonctions islamiques, et donc notre référentiel ne peut être que l'islam, et que en particulier donc les injonctions, comme je disais, qu'elles viennent du Coran, de la Sunna, ou que ce soit donc de la jurisprudence islamique. Donc, le grand problème dans ce débat est que tout de suite, ces associations ont commencé à parler de leur requête, c'est-à-dire la dépénalisation de l'avortement, de plein d'autres choses, sans vraiment mener le débat intellectuel, le débat au niveau de la pensée. Et c'est un problème, parce que tout ne peut pas se résoudre uniquement sur le plan judiciaire, sur le plan du code pénal. Il y a beaucoup d'autres choses à respecter, à voir de plus près, et qui peuvent être justement ces problèmes d'éthique, de morale et, disons-le très clairement,
de religion. Nous sommes donc un pays musulman, nous avons notre référentiel éthique qui est l'islam, et j'ai envie de dire que nous ne sommes pas les seuls à avoir un référentiel de ce type-là. Même les pays européens, qui sont des pays de modernité, de modernisme, puis de post-modernisme, même ces pays-là, tout le monde sait que depuis quelques années, il y a un retour à une certaine recherche de sens qui a été perdue des sociétés postmodernes, et donc les gens sont en train de rechercher ce sens-là. Certains le recherchent dans la religion, d'autres le recherchent dans ce qu'ils appellent les valeurs de la civilisation judéo-chrétienne qui a constitué l'Europe ou qui a constitué en particulier certains pays de l'Europe. D'autres la recherchent ailleurs. L'essentiel, c'est qu'on ne peut pas faire fi de tous ces référentiels-là. On ne peut pas faire fi de la morale, de l'éthique, et ne regarder que les conventions entre personnes, entre individus, et qui aboutissent donc à des lois. Donc, et c'est pour cela qu'en Occident, on remarque cette droitisation depuis quelques années. La droitisation de l'Europe, de plusieurs pays européens du moins, est due en grande partie à cette recherche de sens qui a été donc masquée par des idéologies postmodernes, comme je le disais avant. Donc, ceci étant précisé, revenons au problème déclencheur, et qui est en particulier donc l'affaire de l'avortement, ou on dira l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse. Comme disait Pierre Desproges, on ne parle plus d'avortement, mais d'IVG afin de ménager l'amour-propre du fœtus. Bien sûr, la blague vaut ce qu'elle vaut, mais passons là-dessus. L'avortement. Ces associations-là parlent de l'avortement en tant que droit, et plus particulièrement en tant que droit fondamental qu'il faudra respecter, qui a un caractère absolu. Et c'est là que le bât blesse. C'est là qu'il y a le véritable problème. L'avortement est en fait un droit qui a été inventé de toutes pièces. Parce qu'au départ, regardons de plus près le cas de la France. Au départ, l'avortement a été dépénalisé par la loi Veil en 1974. Et ce qui est vraiment intéressant à savoir, c'est que pendant le discours qu'a prononcé Simone Veil pour parler de cette nouvelle loi, pendant tout le discours, à aucun moment, Simone Veil n'a parlé de droit. Elle a parlé d'une nécessité médicale. Elle a parlé des femmes qui avortent dans des conditions lamentables, dans la clandestinité, dans des conditions déplorables. Tout cela est la véritable raison pour laquelle l'avortement a été dépénalisé. Et Simone Veil de préciser très clairement que l'avortement doit rester une exception et non pas la règle. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? À force de militantisme féministe, néo-féministe en particulier, on est passé d'une nécessité médicale, d'une intervention médicale comme toutes les autres interventions, à un droit de la femme et à un droit fondamental qui ne peut pas être discuté, un droit inaliénable. Bien sûr, après plusieurs années, après une quarantaine d'années. Tout cela est un problème, parce que en quoi l'avortement serait un droit de la femme? La femme qui avorte est une femme
qui a besoin de le faire. Il s'agit d'une nécessité. Il ne s'agit pas d'un droit. C'est une nécessité. Elle avorte parce qu'elle est en état de détresse, qui peut être psychique, qui peut être physique, qui peut être d'ordre matériel. Mais dans tous les cas, il s'agit uniquement d'une nécessité. Pourquoi ce serait érigé en tant que droit? Surtout que ce droit, ce soi-disant droit fondamental, se trouve confronté à un autre droit fondamental aussi, qui est le droit à la vie. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce fœtus qu'on avorte n'est pas un simple agrégat de cellules qu'on pourrait éliminer comme on pourrait amputer l'être humain d'une tumeur. Non, il s'agit d'une vie. Bien sûr, sur le plan éthique, il y a beaucoup à dire sur ce plan-là, mais dans tous les cas, il s'agit d'une vie. Et donc, être pro-choix, comme c'est dit dans comme on utilise ça surtout aux États-Unis, être pro-choix ne doit pas nous faire oublier qu'on peut être aussi pro-life, pro-vie, c'est-à-dire être pour la vie et être aussi pour le choix libre. C'est des choses très subtiles. C'est des choses qu'il faut discuter. C'est des choses qui peuvent amener la société à des aboutissants très graves. Et donc, il n'est pas question que tout cela soit dissimulé, que tous ces problèmes et toutes ces discussions d'ordre philosophique, d'ordre moral et éthique, d'ordre religieux, tout cela soit dissimulé pour ne parler que du problème légal, du problème judiciaire, pénalisé, dépénalisé, etc. Quand on parle du droit à la vie, il ne faut pas oublier que le marché s'en mêle aussi. Il y a eu un scandale il y a quelques années aux États-Unis. Une association dite Planned Parenthood, qui est donc une association qui serait du planning familial, qui ferait du planning familial. Et donc, certaines militantes pro-life ont pu s'infiltrer dans cette association en caméra cachée, en parler avec une responsable de l'association. Le scandale est que cette responsable a commencé à parler des usages qui sont faits des fœtus humains après avortement. Donc l'association encourage à faire ces avortements-là, et après, eh bien, elle est en train de parler, elle est en train d'expliquer qu'il y a des gens qui demandent des cœurs, d'autres qui demandent des poumons, d'autres qui demandent les extrémités du fœtus, ce qui est plus facile à avoir. On a acquis une certaine expérience pour éliminer les fœtus sans les détruire, etc. Elle est en train de parler de ces fœtus qui sont des êtres humains, peut-être pas à part entière, mais dans tous les cas des êtres humains, en train de parler de ces êtres humains comme on parlerait de n'importe quelle marchandise. Pourquoi cela? Parce que le marché s'en est mêlé. Et quand le marché se mêle de quelque chose, quand l'aspect financier est là, eh bien, il faut s'attendre à des dérives sur le plan éthique, chose que ces associations féministes font semblant d'ignorer et de ne pas savoir. Ce qu'il faut dire aussi pour le cas de l'avortement, pourquoi dire que c'est un droit de la femme, alors qu'en fait, c'est la femme qui assume tout le poids psychique et physique de l'avortement. Il y a eu un documentaire qui a été diffusé sur une chaîne franco-allemande, la chaîne Arte en fait, sur l'avortement, sur les séquelles laissées par l'avortement des années, des décennies après, les séquelles sur la femme bien sûr. Et dans ce documentaire, il y a eu un témoignage vraiment très poignant. Cette femme-là dit en clair: j'avais 17 ans, je suis tombée enceinte dès mon premier rapport sexuel, il avait 45 ou 47 ans, il était marié et
père de 2 enfants, il s'est défilé et je me suis retrouvé sans issue. Cela résume le problème de l'avortement, ou au moins un aspect du problème de l'avortement que plusieurs associations féministes n'osent pas pointer du doigt. Si patriarcat il faudra le rechercher aussi dans ce genre de comportement, dans le comportement de cet homme qui abuse d'une façon ou d'une autre de cette jeune fille et qui la laisse affronter ce soi-disant droit, cette soi-disant liberté qu'est l'avortement toute seule. N'est-ce pas du patriarcat à condamner fermement? Pourquoi les associations féministes n'en parlent pas? Pourquoi elles ne disent pas que ce problème de l'avortement est avant tout une expérience traumatisante pour la femme et que si l'on veut vraiment défendre les droits de la femme, il faudra réfléchir à non pas à dépénaliser l'avortement comme ça de façon absolue, mais surtout à voir quelles sont les causes de l'avortement et ne pas regarder l'avortement comme une expérience à part, une expérience indépendante des causes qui l'ont déclenché et des conséquences qui peuvent découler de cette expérience. C'est le non-dit de l'avortement, du problème de l'avortement. L'avortement naît d'une situation de liberté sexuelle dans laquelle la femme a tout à perdre et l'homme a tout à gagner. C'est une conséquence donc de la libéralisation du sexe et quand le sexe est libéralisé, c'est au profit de l'homme, ce n'est pas et ne peut être au profit de la femme. On peut bien sûr s'étendre là-dessus et expliquer ça, mais je me contente de cette idée sur laquelle il faudra méditer longtemps. Donc en fait, quand on regarde tous ces points-là, on ne peut pas parler de l'avortement comme étant un droit, tout simplement, sans parler de tous ces problèmes-là et de tous ces aspects. Surtout que la majorité des gens qui parlent de l'avortement ne savent pas, ou ignorent, ou feignent d'ignorer que l'islam n'interdit pas l'avortement systématiquement et sous tous ses aspects. Ce n'est pas vrai. L'islam, en fait, il y a beaucoup dans la jurisprudence, le fiqh islamique, il y a beaucoup de cas où l'avortement peut être toléré ou peut être donc licite. Donc, si ces gens cherchaient vraiment le bonheur de la femme et de l'homme aussi, ils chercheraient à peut-être corriger la loi pour que cette loi fasse une meilleure protection, garantisse une meilleure protection de la femme et du praticien, du médecin. Je veux bien réviser la loi dans ce sens, je veux bien. Réviser la loi dans le sens du respect des commandements de l'islam en cette matière de l'avortement, ça aussi je veux bien. Mais il n'est pas possible d'avoir cette posture de dire l'avortement est un droit fondamental de la femme, il faut l'accepter, il ne faut pas parler de quoi que ce soit d'autre. Donc, ce que nous proposons en fait, c'est l'application de la conception islamique en matière de liberté individuelle en général et en matière de liberté sexuelle en particulier et en matière de l'avortement en particulier. Parce qu'en fait, je me suis un peu étendu sur l'avortement, mais on peut dire la même chose sur tous les autres aspects des libertés individuelles. Et loin des défigurations qui sont faites de la loi islamique, cette loi en fait permet le bonheur de la femme et permet aussi la quiétude au sein de la société. Nous ne demandons pas
que nous revenions à des us ou à des coutumes ou à des traditions qui n'ont rien à voir avec l'islam. Nous demandons l'application de l'islam. Et quand on applique les préceptes de l'islam en cette matière de liberté individuelle, on pourra, quand on le fait, on pourra réellement atteindre ce que plusieurs autres systèmes de valeurs ont essayé d'atteindre, mais n'y sont pas arrivés. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai un peu parlé de l'avortement plus que d'autres libertés individuelles, mais peut-être nous aurons l'occasion de parler d'autres choses. Ce qui m'intéresse dans tout ce débat-là, c'est que le débat soit réellement mené. Parce que jusqu'à maintenant, c'est un dialogue de sourds. D'un côté, certains disent il faut dépénaliser, il faut changer les lois, il faut faire pression pour changer les lois. De l'autre côté, les autres disent attention, ce que vous demandez est contraire à l'islam, est contraire à notre conception du monde, de la société, etc. Mais un dialogue réel, un débat réel sur le plan de la pensée, c'est quelque chose que nous ne voyons pas et je le déplore réellement. Donc, ce que je demande, ce que je suggère à tout le monde, c'est de se mettre à débattre de ce sujet-là avec un référentiel éthique clair qui est le référentiel islamique, bien sûr, puisque nous sommes avant tout et après tout un pays à majorité islamique, à majorité de musulmans, et donc avoir ce référentiel et puis débattre des problèmes. Je ne nie pas que certains problèmes existent dans la société, qu'un certain usage des lois peut conduire à des problèmes. Je ne le nie pas, personne ne peut le nier d'ailleurs, mais il faut entamer le débat sur des piliers solides pour atteindre les résultats escomptés. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.